chez les enfants moins de 5 ans en France, ça c'est tout ce qui est diarrhée infectieuse, soit virale, soit bactérienne. Ça c'est les infections virales, ça c'est les infections bactériennes. Durant l'année, les infections bactériennes ne changent pas l'incidence des infections bactériennes. Regardez ici, durant l'année, le nombre des infections bactériennes et les stades n'excède pas les 500 enfants par 1000, d'accord? Mais en hiver, décembre, janvier, février, les infections virales ont un pic. Donc les infections virales, généralement, les gastroentérites virales surviennent en hiver. La physiopathe. Il faut savoir reconnaître qu'est-ce que c'est un cycle entéro-histémique. Un cycle entéro-histémique, c'est un équilibre entre l'absorption et la sécrétion des électrolytes au niveau de l'intestin. C'est-à-dire qu'il existe toujours un équilibre entre absorption et sécrétion dans l'intestin. D'accord? L'absorption est toujours supérieure à la sécrétion. L'absorption est toujours supérieure à la sécrétion et elle est maximale dans le grêle et diminue dans le côlon. C'est-à-dire l'absorption, elle est maximale dans le grêle et elle est moindre dans le côlon. Toute rupture du cycle entéro-systémique, c'est-à-dire un déséquilibre ou rupture de l'équilibre entre l'absorption et la sécrétion, engendre une diarrhée aiguë par augmentation, bien sûr, de la sécrétion intestinale. Le deuxième mécanisme, c'est le débordement du côlon à réabsorber le volume d'eau déversé par les léons. D'accord? Ce débordement, généralement, est dû à perturbation des phénomènes d'absorption, surtout suite à une infection virale ou bactérienne entéro-invasive, ou hypersécrétion digestive, souvent secondaire à une infection telle que le choléra, ou exsudation inflammatoire, toujours secondaire à une infection invasive du côlon ou de l'intestin, et soit à une fuite hydrique osmotique lors d'une intolérance, par exemple intolérance en lactose, ou erreur de constitution de lait. Parce qu'une mauvaise constitution de lait, reconstitution de lait, par exemple, c'est chez le nourrisson, on reconstitue de lait une cuillère de poudre pour 30 cc d'eau. S'il y a une erreur, soit en excès ou en moindre, généralement on aura une diarrhée osmotique suite à une intolérance alimentaire. Pourquoi le nourrisson se déshydrate facilement? Il faut savoir que suite à une diarrhée aiguë, le risque de déshydratation est accru, surtout si la prise en charge n'est pas adéquate. Mais pourquoi le nourrisson se déshydrate facilement? D'accord? Il y a plusieurs mécanismes et plusieurs causes de cette déshydratation. La première cause, c'est que le nourrisson ne peut pas exprimer sa soif. Le nourrisson ne peut pas dire « Rani Hatchan », j'ai besoin de l'eau. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'il faut l'alimenter à heure fixe, chaque 2 heures, chaque 3 heures. Il ne faut pas oublier de donner de l'eau, surtout chez le nourrisson, plus de 4 mois dans les saisons estivales, dans l'été, ou en cas d'augmentation de la température ambiante. Donc, il ne faut pas oublier de donner soit l'alimentation, soit l'eau, surtout chez le nourrisson plus de 4 mois, parce que le nourrisson ne peut pas exprimer sa soif. La deuxième cause, c'est que le compartiment liquidien est majoré chez le nourrisson. Alors, vous savez qu'il existe un compartiment solide et un compartiment liquide dans l'organisme. D'accord? Chez le nouveau-né, généralement, le compartiment liquide représente 80%, 90 à 80% par rapport à l'organisme. C'est-à-dire 80% de constituants de l'organisme chez le nouveau-né, c'est de l'eau. Chez le nourrisson, le compartiment liquidien représente 75 à 80% par rapport au compartiment solide. D'accord? Le liquide, il se trouve dans le milieu vasculaire, tout ce qui est sang, et dans le milieu extravasculaire, soit à l'intérieur de la cellule, soit le système interstitiel. Donc, une déshydratation, une diarrhée aiguë va automatiquement engendrer une déshydratation parce que le compartiment liquidien est majoré. 10% de perte peut engendrer une déshydratation.
Par contre, chez l'adulte peut exprimer sa soif. Le compartiment liquidien n'est pas majoré par rapport au nourrisson ou au nouveau-né. Donc, l'adulte se déshydrate difficilement. La troisième étiologie ou la cause de cette déshydratation facile est l'hématurité rénale. Le nourrisson ou le nouveau-né a une hématurité rénale, il fuite constamment de liquide, donc il perd souvent de liquide. Donc une diarrhée aiguë va majorer cette perte et va engendrer une déshydratation. Le diagnostic. Le diagnostic de la diarrhée aiguë, il est facile. C'est la constate soit ramenée par l'interrogatoire, en interrogeant la maman, le nombre de selles, la qualité de selles, le début de l'anomalie, généralement moins de 7 jours, des selles liquides anormalement liquides, ou le nombre de selles supérieur à 5 chez les mamans qui nourrissent leurs enfants au sein, ou supérieur à 4 chez les nourrissons alimentés par du lait artificiel. Le diagnostic est facile, on peut le ramener par l'interrogatoire. Mais il faut éliminer ce qui n'est pas une diarrhée aiguë. Ce qui n'est pas une diarrhée aiguë, il existe des diarrhées prandiales du nourrisson au sein. Il faut savoir que le nourrisson allaité au sein, exclusivement au sein, fait des selles liquides. C'est des selles liquides fécales. C'est-à-dire qu'il y a des fèques dans les selles. Les selles sont généralement colorées. Ce n'est pas des selles eau de roche ou eau de riz ou généralement constituées de l'eau. C'est des selles fécales. D'accord? Généralement, les diarrhées prandiales surviennent chez les nourrissons au sein, alimentés au sein, après chaque tétée. Le nourrisson tète, hop, puis et fait une diarrhée. Il tète, puis et fait une diarrhée. Il tète, puis et fait une diarrhée. Le nombre généralement 5 à 6 selles par jour, mais il ne dépasse pas les 6 selles par jour. S'il dépasse les 6 selles par jour, généralement, il faut penser à une diarrhée. Mais elle évolue dans un mode chronique, ce n'est pas aigu. C'est un mode de 15 jours, de 1 mois, et généralement, il n'y a pas de signe de malnutrition, on ne retrouve pas les signes de déshydratation, le nourrisson se comporte bien, il est en bonne santé. Il faut éliminer aussi les fausses diarrhées de l'enfant constipé. Un enfant constipé, généralement, il fait une fausse diarrhée après la constipation. Donc, s'il est constipé, s'il était constipé, hop, il fait une dépasse diarrhéique, c'est normal, ce n'est pas une diarrhée aiguë. Il faut éliminer les exacerbations transitoires d'une diarrhée chronique. Si le mode est chronique, c'est-à-dire qu'il fait des diarrhées plus de 15 jours, c'est une diarrhée chronique. On peut avoir une diarrhée aiguë sur un mode chronique. Par exemple, il fait 6 selles par mol par jour depuis 1 mois et soudainement, il fait des selles liquides. Donc, c'est une exacerbation transitoire d'une diarrhée chronique. La gravité. Bien sûr, le diagnostic est simple, mais il faut toujours éliminer les signes de gravité d'une diarrhée aiguë. C'est-à-dire un nourrisson qui fait une diarrhée aiguë, il faut poser le diagnostic de diarrhée aiguë, et avant de renvoyer le malade chez lui, ou de le traiter, ou de le garder en observation, il faut savoir éliminer les signes de gravité. Les signes de gravité, en premier lieu, c'est la déshydratation. D'accord? C'est le risque majeur de la diarrhée aiguë. C'est simple, vous avez déjà reçu un exposé sur la diarrhée, sur la déshydratation. En examinant le nouveau-né, il faut rechercher les signes de gravité tels que les muqueuses sièges au début, le pli cutané abdominal, la persistance du pli, les yeux escavés, les yeux cernés, la perte de poids. Le poids est essentiel en cas de diarrhée aiguë. Il faut mesurer et prendre le poids pour avoir un poids de référence. Si le nourrisson complique le lendemain, on peut dépister ou déceler cette complication par rapport à la perte du poids. D'accord? La malnutrition aussi, si la diarrhée persiste au-delà de 7 jours, ou le 7e jour, il peut y apparaître des signes de malnutrition. Les signes de malnutrition, elles sont similaires aux signes de déshydratation, sauf pour les muqueuses. Les muqueuses sont humides généralement en cas de déshydratation. En cas de malnutrition, pardon. Ça, c'est les signes de déshydratation qu'il faut les chercher. Le pli cutané persistant,
les muqueuses qui s'enchaînent, absence de salive, absence de larmes, les yeux cernés, d'accord, la fontanelle qui est déprimée, ça c'est les signes de déshydratation qu'il faut les chercher. Ça c'est un enfant déshydraté, regardez les yeux escavés, or c'est suite à une diarrhée aiguë, c'est le teint ou l'aspect d'un nourrisson qui est déshydraté. Il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est un nourrisson qui est malnutré. Un thorax charné. Certes, la différence entre malnutrition et déshydratation, c'est les muqueuses. Les muqueuses sont humides généralement, c'est un nouveau-né malnutri. Et ils sont sèches, c'est un nouveau-né malnutri déshydraté. Ça, c'est un tableau, d'accord, qui classe la déshydratation entre déshydratation modérée, sévère, légère, en fonction de signes cliniques. Regardez ce tableau, n'englobe pas le poids. On classe la déshydratation en fonction de l'apparence générale, les yeux, les muqueuses et les larmes. On n'a pas le poids ici parce que le poids est généralement, on ne retrouve pas le poids marqué sur le carnet de santé. Rarement qu'on retrouve un poids marqué sur le carnet de santé pour dépister ou classer la déshydratation en fonction de la perte de poids. C'est un tableau établi par un groupe francophone d'hépatogastroentérologie et nutrition pédiatrique pour les médecins généralistes pour qu'ils peuvent établir le degré de la déshydratation en fonction des signes cliniques. On va zapper ce tableau. La plupart du temps, aucun examen complémentaire n'est utile. Vous allez poser la question, c'est en cas de diarrhée aiguë, est-ce qu'on demande un bilan biologique? Est-ce qu'on demande un bilan paraclinique? Il faut savoir qu'aucun examen complémentaire n'est utile en cas de diarrhée aiguë. Ni coproparasitologie sèche, ni bilan sanguin, ni rien. Une analyse bactériologique et ou parasitologique des selles est utile dans les situations suivantes, c'est-à-dire il existe des situations où on demande un bilan. Sinon, la demande d'un examen complémentaire, elle n'est pas utile en cas de diarrhée aiguë. Elle est justifiée dans les diarrhées entéro-invasives, c'est-à-dire un syndrome des entériques, ou une diarrhée avec un état septique, ou une diarrhée de retour d'un pays d'outre-mer, par exemple, il vient du Sénégal, il vient du Mali, il vient, je ne sais pas, dans un pays endémique de choléra ou de typhoïde, il faut pratiquer un examen des selles. Un immunodéprimé, s'il fait une diarrhée aiguë, il faut pratiquer un examen des selles. Un contexte de toxi-infection alimentaire en collectivité, c'est-à-dire le nourrisson présente une diarrhée aiguë, cette diarrhée aiguë, elle est observée chez la fratrie, où il était dans une crèche, où la maman fait aussi une diarrhée aiguë, le papa fait aussi une diarrhée aiguë, c'est un état de toxi-infection alimentaire. Aussi la diarrhée dans l'entourage d'un malade atteint de shigellose, c'est-à-dire il y a une notion de shigelle ou d'une diarrhée suite à shigelle dans l'entourage, soit la crèche, soit le voisinage, surtout la maison. La prise en charge de la diarrhée aiguë, il faut la prendre en charge avant toute recherche étiologique. D'accord? La diarrhée aiguë, c'est une pathologie qui est simple. Après élimination des signes de gravité, c'est-à-dire la déshydratation et ou la malnutrition, on peut la prendre en charge facilement parce qu'elle ne nécessite pas une prise en charge lourde. Généralement, la prise en charge se fait à domicile. La prise en charge, elle consiste à donner des sels de réhydratation. Le but de cette réhydratation, c'est éviter le passage à la déshydratation et à la malnutrition. D'accord? Donc, je vais étaler la prise en charge dans le chapitre prise en charge. Les étiologies. Les études, 80% des diarrhées sont secondaires à une atteinte virale. Le premier responsable, c'est le rotavirus. C'est à 80% des diarrhées, surtout s'ils surviennent en hiver.
surtout s'il survient chez un nourrisson qui est chez la nourrice ou qu'il est dans une crèche, d'accord? 80% c'est des diarrhées secondaires au rotavirus, d'accord? Rarement on retrouve les autres virus, le calicivirus, l'adénovirus, l'astrovirus, le torovirus, mais 80% c'est du rotavirus. Les étiologies bactériennes sont rares. Elles sont plus rares dans les pays développés, d'accord? Les bactéries responsables, c'est le E. coli, les Escherichia coli en premier lieu. Le reste, on peut poser, mais sont très rares. Quelques les salmonelles non typiques, les Shigella, les Yersinia, Campylobacter, Clostridium, Staphylocoque, le choléra, la typhoïde, et chaque bactérie a son contexte, mais la plus rencontrée chez le coli ou le choléra et la typhoïde, surtout chez les nourrissons qui viennent d'un pays étranger. Mais il faut savoir qu'il faut retenir dans la tête 80% c'est viral. D'accord? C'est pas bactérien et le rotavirus est le premier responsable dans les infections virales. Les autres étiologies qui sont très rares, les étiologies parasitaires, mais généralement on les retrouve dans un terrain particulier chez les immunodéprimiés. D'accord? Il faut savoir que la diarrhée aiguë peut survenir en cas d'infection extra-digestive, quelques types moyennes aiguës, l'angine, la pneumopathie aiguë, d'accord? Il faut savoir que la diarrhée aiguë peut être secondaire à des causes non infectieuses, mais qui sont rares, les erreurs diététiques, les mauvaises reconstitutions de lait ou l'allergie aux protéines de lait de vache. C'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir que pour les causes infectieuses, mais il faut rechercher les causes non infectieuses, surtout les erreurs diététiques ou les allergies aux protéines de lait de vache. Pardon. Il faut y penser. Mais généralement, les erreurs diététiques ou les allergies aux protéines de lait de vache, elles évoluent dans un mode chronique. Généralement, elles persistent au-delà du 15e jour d'évolution. D'accord? Les aspects cliniques. Les aspects cliniques, par exemple, quand est-ce qu'on pose une étiologie virale, quand est-ce qu'on dit que c'est une bactérienne. D'accord? L'étiologie virale, généralement, les diarrhées ou les gastroentérites virales surviennent chez un nourrisson. Dans l'hiver, les selles généralement très liquides et nombreuses, d'accord? Ils ne sont pas glérosanglantes, généralement associées à des vomissements. Donc, pour avoir des signes ORL ou respirateurs associés, la fièvre est généralement modérée. Dans les étiologies bactériennes, généralement, elle survient chez le grand nourrisson, un nourrisson de 15 mois par exemple, et chez l'enfant, surtout chez l'été, pas l'hiver. On retrouve une notion de voyage à l'étranger, ou elle survient dans un cadre de TIAC, toxi-infection alimentaire commune. La diarrhée, généralement, elle est glérossanglante. La fièvre, elle est élevée avec des douleurs abdominales. Et on peut retrouver des complications, généralement les septicémies. Ça, c'est un tableau qui objective la différence entre diarrhée virale et bactérienne. Généralement, par rapport à fièvre, on a peu de fièvre dans l'atteinte virale. Dans l'atteinte bactérienne, la fièvre, elle est constante. Les diarrhées bactériennes rarement compliquent une déshydratation, mais les diarrhées virales compliquent par déshydratation. On ne retrouve pas un choc septique dans les diarrhées virales, mais on trouve un choc septique dans les diarrhées bactériennes. Les vomissements, souvent rencontrés dans les gastroentérites virales, elles sont rares dans les gastroentérites bactériennes. Les selles sont liquides dans l'aspect viral, dans les diarrhées virales, mais généralement, elles sont glérosanglantes et peu liquides dans les diarrhées bactériennes. La prise en charge, il faut savoir que le but, c'est rétablir le cycle entérosystémique et prévenir la déshydratation et la malnutrition, et après le traitement étiologique. D'accord? Le maître de la prise en charge, c'est le soluté de réhydratation. Il faut savoir qu'en cas de diarrhée aiguë, on a 3 volets de prise en charge. Le premier volet, c'est compenser les pertes
par la majoration de l'alimentation liquide. C'est-à-dire, il ne faut jamais arrêter le lait maternel. Il ne faut jamais arrêter le lait maternel. D'accord? Si le nourrisson est sous allaitement artificiel ou sous formule lactée artificielle, il ne faut jamais diluer le lait. En cas de dilution de lait, on peut provoquer l'accentuation de la diarrhée. D'accord? Il faut donner le lait à une concentration normale. D'accord? Il faut majorer l'alimentation liquide, telle que l'eau de jus de carotte, l'eau de riz. D'accord? S'il le faut, donner des solutés de réhydratation par voie orale. Ces solutés de réhydratation par voie orale sont composés par du glucose, sodium, potassium, des bases. D'accord? L'osmolarité, elles ont une osmolarité. Il existe plusieurs formes, ces formes de sachets dilués en 200 cc et des solutés dilués dans 1 litre d'eau. Ça, c'est la composition actuelle de ces solutés. Ça, c'est une ancienne composition. Actuellement, on utilise cette composition des solutés de réhydratation par voie orale. Généralement, on donne une quantité de SRO après chaque salle liquide. Après chaque salle liquide, on donne généralement 20 cc par kilo. Chez nos nourrissons pèse 10 kg. Après chaque salle liquide, il faut administrer 200 cc par voie orale. D'accord? Cette administration, elle doit être doucement progressive, à 200 cc en 1 heure. Il faut l'administrer à la cuillère, pas au biberon, pour s'assurer de l'administration des sels, parce qu'au biberon, il y a la précipitation des sels. On ne peut pas administrer tous les sels par biberon. Mieux administrer ces solutés à la cuillère, d'accord? Et après chaque sel liquide pour prévenir la déshydratation. D'accord? Le troisième volet, c'est examiner le nouveau-né après 24 heures, au nourrisson, après 24 heures. Après 24 heures, il faut revoir notre enfant pour contrôler son poids. S'il y a une perte de poids, donc il évolue vers un état de malnutrition ou déshydratation. Si le poids au stationnaire ou ici, il y a un gain de poids, donc le nourrisson évolue convenablement. Il y a une bonne évolution. Il faut aussi revoir le nouveau-né s'il ne paraît pas bien dans les yeux de sa maman. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à la maman les signes de déshydratation, s'il n'est pas déshydraté bien sûr. Pour qu'elle dépiste ce signe de déshydratation, il faut dire à la maman, s'il ne va pas bien, il faut ramener à la consultation. Bon, c'est les règles d'utilisation des SRO déjà expliquées, d'accord? Ces SRO ne doivent pas être conservés plus de 24 heures après dilution. Il faut le rejeter après les 24 heures. Ne pas bouillir la solution déjà reconstituée et garder en frais. Administrer à la cuillère chez le nourrisson ou à la tasse chez l'enfant plus grand, jamais au biberon. L'enfant boit à volonté à petit débit pour éviter les vomissements. Il faut les donner à petit débit. S'il y a des vomissements, en cas de vomissement, il faut attendre 10 minutes, puis redonner plus lentement ces SRO. Ces SRO peuvent être utilisés avec une sonde nasogastrique. Il faut savoir qu'en cas de vomissement, il ne faut pas passer à la voie parentérale. Il faut continuer à administrer les SRO, mais à un débit qui est faible, petit à petit. Il faut attendre 10 minutes. Donner par exemple une cuillère chaque 5 minutes. Les vomissements peuvent s'arrêter par la suite. Il ne faut pas dire le nourrisson fait des vomissements, il faut aller à la voie parentérale. Non, il faut garder la voie parentérale, il faut garder l'administration par voie péros, c'est-à-dire à la cuillère. Il ne faut pas penser à la voie veineuse. Parfois, la diarrhée, on pense à une intolérance au lait, intolérance en lactose. On peut donner du lait sans lactose, d'accord, sans lactose, surtout pour diminuer les épisodes diarrhéiques. Le zinc, la supplémentation de zinc actuellement, elle est recommandée. Il faut savoir que l'administration de zinc diminue les épisodes diarrhéiques, c'est-à-dire elle améliore une diarrhée aiguë. Donc, il est recommandé de donner le zinc, soit le zinc comprimé, soit en le diluant avec les solutés de réhydratation orale, soit le donner
indépendant de la solidité de réhydratation orale, il faut savoir que le zinc, c'est un complément qui diminue les épisodes diarrhéiques et il donne une bonne évolution. Le traitement des antibiotiques. L'antibiothérapie, elle n'est pas systématique en cas de diarrhée aiguë. Elle est systématique après avoir posé le diagnostic d'une infection bactérienne. D'accord? On pose le diagnostic d'une infection bactérienne par une coproculture, c'est-à-dire on fait un prélèvement des selles, on l'oriente au laboratoire, hop, après il nous dit, hop, c'est une diarrhée suite à du Shigella, salmonelle, au campylobacter, au Escherichia coli. Il faut savoir chaque germe a son antibiotique qui est, comment dirais-je, privilégié, où on donne chaque germe spécifique à une bactérie. D'accord? On peut zapper cette plaque, la conduite pratique du traitement, il existe un programme national de lutte contre la maladie diarrhéique, établi généralement par l'OMS ou l'ESGAD, et même notre école, c'est-à-dire on a le programme national algérien de lutte contre les diarrhées aiguës. D'accord? Généralement, la prise en charge, elle est à domicile par les solutés de réhydratation orale, sauf en cas de complications ou de déshydratation qu'il faut hospitaliser le nouveau-né. L'administration de zinc, elle est constante pour diminuer les épisodes diarrhéiques. D'accord? On peut zapper cette plaque. Ça, c'est la prise en charge de la déshydratation simple, déjà étudiée. Je vais zapper cette plaque. Ça, c'est la prise en charge de la diarrhée, de la déshydratation aiguë grave. Je vais zapper cette plaque parce qu'elle est déjà étudiée dans le chapitre déshydratation, mais vous pouvez me poser des questions sur cette plaque, pas de souci. La prévention. La prévention, prévenir mieux que guérir. Actuellement, la médecine préventive, il faut toujours prévenir la diarrhée aiguë et on prévient la déshydratation si le nourrisson présente une diarrhée aiguë. La profilation collective, le lavage des mains avec des gels hydroalcooliques, l'éviction des crèches et de l'école, l'isolement des enfants hospitalisés contagieux, il faut éviter les attentes longues dans les salles d'attente et déclarer les cas de toxi-infection alimentaire commune pour éviter la propagation surtout des salmonelles typhiques et du choléra. Il faut savoir qu'il existe un vaccin contre le rotavirus, la commercialisation en 2016. Bien sûr, il existe un problème pour le moment pour la commercialisation en Algérie, mais en France ou en Europe, il est commercialisé, il est administré. D'accord? Ce vaccin a diminué le recours aux les épisodes de diarrhée aiguë. Espérons qu'il va être commercialisé en Algérie. À retenir, la diarrhée aiguë a des étiologies multiples dominées par les causes virales. Il faut en premier lieu juger la gravité en éliminant une déshydratation. Les examens complémentaires, ils ne sont pas systématiques, ils ont des indications très limitées. La prise en charge thérapeutique, généralement, on prend la prise en charge de la déshydratation elle-même, on prévient la déshydratation, on prévient la nutrition, on traite s'il y a une otite moyenne aiguë ou autre cause infectieuse, et le recours aux antibiotiques est rare, et il faut penser à la déclaration obligatoire des toxi-infections alimentaires communes et les gastroentérites à salmonelle qui fait, c'est-à-dire la typhoïde. Et je vous remercie. Je vous remercie, docteur, pour cette présentation. Parfait. Est-ce qu'on peut entamer les questions? Bien sûr, on peut entamer les questions. J'espère que c'était clair. Il y a des questions plus... Oui, très clair. Merci. Il y a des questions un petit peu plus haut. Est-ce que vous pouvez les voir? Hop, note là. Ah oui. Les diarrhées chroniques 15 jours pour 3 mois dans Nord-Islam. Bon, par la diarrhée chronique,
Certes, il existe plusieurs définitions de la diarrhée chronique. Dans notre contexte, si elle dépasse les 15 jours, il faut penser à une diarrhée chronique. Après 3 mois, c'est une diarrhée chronique qui est persistante. Chez les nourrissons supérieurs à 15 jours, quoi, docteur Chou? Est-ce que chez les nourrissons supérieurs à 15, c'est-à-dire la diarrhée chronique, elle est supérieure, on parle d'une diarrhée chronique, c'est elle excède les 15 jours. D'accord? On passe à la chronicité. Après 7 jours, c'est une diarrhée qui est persistante. Certes, il existe plusieurs définitions. D'accord? Les définitions, bien sûr, qui sont validées, c'est 15 jours à 1 mois. D'accord? Pas 3 mois. 3 mois, c'est une diarrhée chronique qui est persistante. J'espère que vous avez vu les diapos. Je vois des questions sur les diapos. Oui, oui, bien sûr. Parfait. Partager les diapos. Pourquoi on ne doit pas donner les SRO par biberon? Si on mélange les sels de l'hydratation dans un biberon, d'accord? Si on donne par biberon, le biberon, il garde les sels précipités. C'est-à-dire les sels ne passent pas dans le biberon parce que les sels, mais de bouche gardent les sels de l'hydratation. Ils goulent circulant dans l'eau, d'accord? Mieux les donner à la cuillère, pas au biberon. C'est la première cause pourquoi on ne donne pas les sels au biberon. D'accord? S'il tenait le plastique, il garde les sels, mieux les diluer dans un verre, en verre, d'accord? Qu'est-ce qu'un zèche, d'accord? Et les donner à la cuillère parce que le plastique, généralement, les sels, ils sont le plastique. Les sels minéraux, ils sont le plastique, donc on met touche à travers le biberon. Donc, mieux donner à la cuillère et doucement, doucement, à bas débit. Il ne faut pas donner la quantité totale, il ne faut pas l'administrer brutalement. Il faut l'administrer doucement, doucement. D'accord? À petit débit. Oui, à cause, il même a bien posé la précipitation des sels. Donc, Lina, Mazouz, docteur, s'il vous plaît, certains disent que les biberons ont changé depuis la matière de la titine en nos jours, j'oublie son nom, c'est-à-dire les biberons soit en silicone, soit en caoutchouc. Ne réagissent pas avec les sels de réhydratation, ne la détiennent pas, c'est-à-dire. Quel est votre avis, docteur? Selon les recommandations, soit les recommandations de l'OMS, soit les recommandations nationales de l'Algérie, il faut administrer les sels de réhydratation à la cuillère. Il ne faut jamais les donner au biberon. D'accord? On entend que la silicone ou les biberons siliconés ne détiennent pas les sels, oui, tout à fait d'accord. Mais à travers le trou du biberon, le trou du biberon peut garder des sels. D'accord? Il peut, comme détient des sels des SRO. Il peut ne pas laisser les sels traverser avec le trou. Les sels ne peuvent, qu'il y ait des sels qui ne traversent pas avec le trou. Pour être sûr, mieux les donner à la cuillère. Pour être sûr qu'on donne de l'eau mélangée avec des sels. D'accord? Donc, à l'heure actuelle, l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr les recommandations nationales recommandent de donner les solitudes de réhydratation à la cuillère. Pour s'assurer qu'on a donné toute la quantité et rien ne reste dans le biberon pour contrôler le débit. Parfait. Les SRO précipitent du biberon, donc la tétinée. Donc c'est une réponse. S'il vous plaît, comment le zinc améliore la diarrhée aiguë? Parfait. Le zinc, généralement, il améliore la maturité et la réparation des villosités intestinales. Il rentre dans
la composition et la réparation des villosités intestinales. En cas de diarrhée aiguë, il y a une agression des villosités intestinales. Le zinc, c'est un réparateur. Il va rentrer dans la cascade, dans les composants qui vont réparer les villosités intestinales. Donc, diminue l'excrétion et les sécrétions de liquide, et il va augmenter l'absorption des liquides. Donc, il va améliorer, diminuer les épisodes diarrhéiques. Est-ce que la déshydratation est déjà faite? Donc, j'ai entendu à travers vos collègues que vous avez déjà fait le cours de la déshydratation, mais ce n'est pas moi qui ai fait le cours. D'accord? Oui, c'est Dr Douar, maître assistant à l'EPH Canastel, qui l'a fait. Parfait. J'ai vu dans le site, le cours, il était bien présenté. Hein? Oui. Il était bien présenté. Avec Dr Saha, l'enregistrement. Si l'examen bactériologique contredit la clinique, on pense à un tableau atypique où on refait la bactérie. Généralement, l'examen bactériologique n'est pas donné ou prescrit systématiquement. On ne fait pas à travers la coproparasitologie. D'accord? Il y a des indications. Est-ce que le nouveau-né ne va pas bien, un état septique, une déshydratation, des selles grévo-sanglantes chez les immunodéprimés. J'ai déjà pour donner des explications. D'accord? J'ai déjà donné. J'entends que vous éteignez vos micros. Merci. Donc, j'ai déjà expliqué les indications des examens paracliniques lors d'une diarrhée aiguë. Donc, s'il va pas, si le nouveau-né ou le nourrisson, il va bien, donc il n'y a pas intérêt à donner un examen paraclinique. Bon. Si on ne donne pas excès, il faut le prendre en considération, il faut traiter, il faut aller jusqu'au bout. D'accord? Mais généralement, on ne prescrit pas un examen paraclinique réel. D'accord? À tort et à travers. S'il y a une indication, hop, il faut le prendre en considération. Si on a prescrit la coproparasitologie, c'est-à-dire par excès que par défaut, il n'y a pas une indication à la coproparasitologie, hop, le résultat vient en faveur d'une gastroentérite à Escherichia coli ou une parasitose intestinale, il faut la prendre en considération et il faut traiter. D'accord? Est-ce que le schéma détaillé, j'ai pas compris, est-ce que les schémas détaillés de la prise en charge sont à apprendre? Sont à apprendre. Les schémas détaillés, bien sûr, il faut apprendre tout. On est des médecins généralistes. Le but de ma présentation, c'est pas de passer l'examen de Risidana. Le premier but, c'est de se familiariser avec la diarrhée aiguë, la prise en charge de la diarrhée aiguë. Vous êtes des médecins généralistes. Il faut bien reconnaître les schémas de la prise en charge de la diarrhée aiguë pour vous-même. D'accord? Avant de passer ou de retenir ça pour l'examen. C'est ça ma réponse. Donc, il faut apprendre tout. En tant que médecin généraliste, il faut apprendre tout. Demain, si vous n'êtes pas ou vous n'allez pas travailler ou être spécialiste, vous serez toujours des généralistes et vous allez rencontrer souvent des diarrhées aiguës. Donc, mieux reconnaître tous les schémas et les apprendre. La PLV donne une diarrhée chronique ou bien aiguë. La PLV donne une diarrhée aiguë qui persiste dans le temps. C'est-à-dire le commencement, c'est aigu, c'est aigu. Mais elle persiste. Elle peut vous ramener la maman, vous ramener son enfant qui présente une diarrhée aiguë, vous allez la prendre en charge comme une diarrhée aiguë au début. S'il n'y a pas les signes allergiques ou les signes flagrants d'une allergie aux protéines de vache au début, on peut temporiser
Si la diarrhée persiste au-delà de 7 jours, il faut penser à une allergie aux protéines de lait de vache. D'accord? S'il vous plaît, des explications sur le schéma de traitement des 3 tableaux. D'accord. Les 3 tableaux de la réhydratation. Donc, dans la déshydratation aiguë, dans la prise en charge de la déshydratation aiguë, dans la prise en charge, il existe 3 tableaux. Il existe au premier lieu 3 tableaux cliniques, c'est-à-dire la déshydratation, elle peut être simple, elle peut être modérée et elle peut être sévère. Donc la déshydratation, il faut la classer au début. Si elle est simple, si elle est légère, si elle est sévère. En fonction soit du poids, c'est-à-dire de la perte du poids. S'il y a une perte par exemple moins de 5%, elle est légère. Entre 5 et 8%, pardon, si elle est moins de 5%, elle est simple. Si elle est entre 5% et 8%, elle est légère. Si elle est supérieure ou égale à 9%, elle est sévère. Si on a le poids. S'il n'y a pas un poids précédent, en fonction des signes cliniques, c'est absence de signes cliniques de déshydratation, c'est simple. Si des signes de déshydratation mais qui sont modérés, c'est légère. S'il y a des signes de déshydratation flagrants, c'est sévère. En cas de déshydratation mais qui est simple, c'est absence de signes de déshydratation. C'est le schéma A. C'est quoi le schéma A? Le schéma A, c'est, il faut qu'il y ait 3 étapes, 3 volets. Jamais arrêter le lait si l'allaitement maternel, si nourrisson est allaité au sein. Si nous nourrissons prend du lait artificiel au formulaté, jamais le diluer parce qu'il y a comment dirais-je, les mamans ou certaines mamans qui diluent le lait, mais vous le nourrisson mais la virale. Au contraire, si on dilue le lait artificiel, on accentue la diarrhée. Donc il ne faut jamais diluer le lait, il faut le donner à une concentration qui est normale. Le troisième volet, c'est qu'il faut prévenir la déshydratation, il faut majorer l'alimentation liquide. Quoi majorer l'alimentation liquide? On donne par exemple le jus de carotte, donner l'eau de riz, ou actuellement on donne des solutés de réhydratation par voie orale. Bien sûr, il faut savoir comment les administrer. Les administrer, bien sûr, la dilution. Il y a des sachets qu'on les dilue dans 200 cc, pardon. Il y a des sachets qu'on les dilue dans 1 litre. Il faut respecter la dilution et la préparation. La préparation, après préparation des solutés, il faut les administrer dans les 24 heures. Après les 24 heures, il faut les jeter. Il faut donner après chaque sel liquide une quantité généralement 20 cc par kilo. Chez le nourrisson pèse 10 kg, on donne 200 cc après chaque sel liquide. Il faut le donner à la cuillère, pas au biberon, à bas débit. Si le nourrisson présente des vomissements, il ne faut jamais arrêter les solutés de réhydratation. Il faut seulement diminuer la cadence d'administration des solutés. On peut attendre 10 à 15 minutes avant de redonner les solutés de réhydratation. Il faut les donner à la cuillère et doucement. D'accord? Troisième volet de schéma A, c'est revoir le nourrisson le lendemain, après 24 heures, ou les réexaminer s'il n'apparaît pas bien devant les yeux de la maman. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à la maman comment le prendre en charge. Il faut le renvoyer chez lui. On peut le renvoyer, chez lui. Le schéma B, il est réservé pour les déshydratations modérées. D'accord? Si le nourrisson présente une déshydratation modérée, comment le prendre en charge? Il faut le prendre en charge en hôpital du jour, c'est-à-dire hospitalisation du jour. Une hospitalisation de 4 à 6 heures. D'accord? Comment le prendre en charge? Il faut le prendre en charge en le réhydratant par voie toujours orale, à l'aide des solutés de réhydratation par voie orale. Il faut donner quelle quantité et dans quel délai? Il existe plusieurs schémas utilisés. L'essentiel est de donner les SRO dans 4 à 6 heures. 4 à 6 heures. D'accord? D'accord? La première étape, c'est examiner le nouveau-né, la peser, prendre son poids et commencer la réhydratation. D'accord?
Si, par exemple, le nourrisson, en examinant le nourrisson, on dit qu'il est déshydraté, il a perdu 8% de son poids ou 7% de son poids. Par exemple, hein, il a perdu 7% de son poids, donc c'est une déshydratation qui est modérée, à 7%. On donne généralement 70 cc par kilo dans 4 à 6 heures. 4 à 6 heures. Par exemple, s'il pèse 10 kg, on donne 70 cc par kilo, 70 fois 10 c'est 700 cc, on donne 700 cc de soluté dans 4 à 6 heures. D'accord? À la cuillère, bien sûr, à bas débit, et on contrôle notre nouveau-né, on le réexamine chaque 2 heures avant de déclarer ou décider la sortie de ce nourrisson. D'accord? Si après 4 heures, il va bien, c'est-à-dire pas de vomissement, il y a une crise ventrale, il y a disparition des solutés de réhydratation, pardon, il y a disparition des signes de la déshydratation, on peut renvoyer notre nourrisson chez lui. Bien sûr, on le recontrôle, on le revoit après 24 heures, ou s'il ne paraît pas bien devant les yeux de la maman. S'il complique, on dit à la maman de le ramener. D'accord? S'il présente des vomissements incoercibles, c'est-à-dire que ce nourrisson il présente une déshydratation simple, mais les vomissements ne s'arrêtent plus. Il vomit toujours malgré qu'on a diminué le débit d'administration des solutés de réhydratation. Après 2 heures, il continue à faire des vomissements. Et là, on passe à la réhydratation parentérale, c'est-à-dire le schéma C. Le schéma C, c'est quoi? Il est réservé pour les déshydratations sévères, plus de 9%, et il est réservé aussi pour les déshydratations modérées avec des vomissements incoercibles, c'est-à-dire les vomissements ne s'arrêtent plus malgré la réhydratation prudente. D'accord? Donc, on fait quoi? L'hospitalisation, elle est nécessaire. On hospitalise le nouveau-né. On fait des prélèvements sanguins. On fait des prélèvements sanguins pour typer la déshydratation. Parce que notre déshydratation, elle peut être sévère, oui, mais elle peut être isonatrémique, hyponatrémique ou hypernatrémique. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans la déshydratation hyponatrémique ou la déshydratation hypernatrémique, c'est des schémas qui sont simples, c'est pas né. Ils ne sont pas très importants à reconnaître pour vous. D'accord? Généralement, la majorité des déshydratations isonatrémiques. Comment les prendre en charge? Le but c'est quoi? C'est compenser les pertes antérieures, compenser les pertes en cours et traiter l'étiologie de cette déshydratation. D'accord? Les étapes de la réhydratation, on a 3 étapes. La première étape en 2 heures. La première étape en 2 heures. D'accord? La réhydratation est par voie intraveineuse. D'accord? La réhydratation est par voie intraveineuse. La première étape en 2 heures. La première étape en 2 heures, le but c'est compenser la moitié des pertes antérieures. On va compenser la moitié des pertes. La déshydratation, elle est de 10%, donc les pertes, c'est 5%. Donc on va compenser 5% des pertes. 5% en matière de liquide, c'est 50 cc par kilo. C'est-à-dire que si le nourrisson pèse 10 kg, 50 cc fois 10, c'est 500 cc. On doit administrer 500 cc de soluté en 2 heures chez ce nourrisson. Comment les administrer? Il faut les administrer en 2 étapes. La première étape, le délai, c'est 30 minutes. Quel est le but de cette étape? C'est lever le choc et commencer la réhydratation. La première étape, on donne 20 cc par kilo en une demi-heure. C'est-à-dire, on donne 20 fois 10, on donne 200 cc de soluté en une demi-heure. Le reste, on va le donner en 1h30. C'est-à-dire, on donne 200 cc en une demi-heure et 300 cc en 1h30 pour compléter les 500 cc. On donne quoi? On donne du sérum salé isotonique à 9 pour 1000 ou 9%. 9 pour 1000, pardon.
du sérum salé. Donc, ces solutés, en 2 heures, on donne 500 cc de sérum salé, 200 cc en une demi-heure et 300 cc en 1h30. D'accord? Après la fin de cette étape, on fait une évaluation. Par rapport à la durée, normalement, il va uriner, notre nourrisson. Normalement, il va y avoir une disparition modérée des signes de déshydratation. Normalement, il va y avoir un gain de poids au moins 3 à 5%. On aura un gain de poids. D'accord? Parce qu'il y a une amélioration. D'accord? Après ces 2 heures, la deuxième étape en 4 heures. Alors, bien sûr, en 4 heures. En 4 heures, on va donner la moitié restante des pertes, c'est-à-dire la moitié du 5%, c'est 50%. C'est 50 cc par kilo. 50 cc par kilo de poids. 50 cc par kilo, c'est 500 cc. Par rapport à un nourrisson de 10 kg, bien sûr. 500 cc de soluté de réhydratation par voie intraveineuse. Ce n'est pas ce sérum salé, c'est d'autres solutions, les sérum glucosé, le NaCl, le magnésium, le calcium, le potassium, c'est des solutés préparés au préalable. On donne 500 cc de ces solutés par voie intraveineuse pendant une période de 4 heures. D'accord? Après ces 4 heures, bien sûr, il faut réexaminer le nouveau-né. Revoir si les signes de déshydratation sont disparus, s'il y a une durée, d'accord? Et s'il prend bien féroce. Si le nourrisson va bien, il y a une amélioration. D'accord? La troisième étape, on peut autoriser la voie féroce, c'est-à-dire on peut alimenter par voie féroce, surtout s'il n'y a pas d'évolution. Sinon, on continue, on donne la ration de base par voie intraveineuse. Et après, on recherche une étiologie. Il faut traiter l'étiologie de cette déshydratation. D'accord? J'espère que j'ai étalé les 3 schémas de réhydratation. Pour la déshydratation hyponatrémique, hypernatramique, je pense qu'on peut la laisser dans une autre séance parce que je ne veux pas vous perturber ou vous surcharger d'informations. L'essentiel de retenir le schéma A, le schéma B, le schéma C de la déshydratation isonatrémique. Merci, docteur. Parfait. Bon, les schémas, la diarrhée inférieure à 16 jours est aiguë. Entre 7 et 15 jours, donc Soura, bien j'ai dit que c'est une diarrhée qui est dite persistante. Après 7 à 15 jours, c'est une diarrhée persistante. Après 15 jours jusqu'à 1 mois, c'est une diarrhée qui est chronique ou qui évolue dans un mode chronique. On peut parler de diarrhée aiguë prolongée, mais le terme utilisé, c'est une diarrhée aiguë qui est persistante. Quelle est la quantité de SRO prescrite? J'ai déjà dans les diarrhées aiguës 20 cc par kilo après chaque sel liquide. Si l'enfant, le nourrisson pèse 5 kg, 20 fois 5, c'est 100, 10 kg, 20 fois 100, 20 fois 10, c'est 200, et vice-versa. Zeki, la voie nasogastrique, c'est en cas de perte de conscience. Merci, docteur. Exactement. Si en cas de signe neurologique, et s'il y a une détresse respiratoire qui est modérée, on peut administrer par voie nasogastrique. Mais si en cas de perte de conscience, en cas de déshydratation, c'est une déshydratation qui est sévère et grave. D'accord? La voie, dans ce cas, la voie indiquée, c'est la voie intraveineuse. On passe généralement au schéma C. D'accord? S'il présente des vomissements, on peut faire une administration par voie nasogastrique. Si le nourrisson, parfois, il n'est pas coopérant, il pleure, il jette, par exemple, il crache les solutés, dans ce cas, on peut administrer les solutés par voie nasogastrique. Mais s'il y a une perte de conscience, on est déjà dans la diarrhée, la déshydratation sévère, et la voie préférée, c'est la voie intraveineuse. Il y a plusieurs formules de SRO, oui. Il y a plusieurs formules de SRO. Il existe d'anciennes formules, mais actuellement, les formules de SRO sont standardisées. C'est la meilleure formule. Mais la dilution, non. Il y a des formules qu'on peut les diluer dans 200 cc d'eau.
Il y a des formules qu'on les dilue dans 1 litre d'eau. Donc, il faut savoir pour ne pas faire des erreurs et pour ne pas donner des solutés trop concentrés. Imaginez qu'on va diluer les solutés réservés pour 200 cc d'eau et on va les diluer, imaginez qu'on dilue les solutés réservés pour 1 litre d'eau et on va les diluer dans 200 cc d'eau. On va donner des solutés concentrés. En donnant des solutés de l'hydration par voie orale concentrées, on va aggraver la déshydratation. D'accord? On va créer une déshydratation hypernatrimique. Donc, il faut les donner en concentration. Il faut bien expliquer aux mamans qu'il existe 2 solutions. Il faut que la maman, soit elle ramène le sachet et vous, comment dirais-je, et c'est à vous-même de dire est-ce que c'est des sachets qui sont, qu'on les dilue dans 1 litre ou 200 cc, ou dire à la maman de prendre les conseils de son pharmacien. C'est-à-dire demander conseil à son pharmacien, c'est-à-dire ces solutés, on les dilue dans 200 cc ou 1 litre. D'accord? Mais c'est la même composition, seulement il existe des solutés diluées dans 200 cc et des solutés qu'on les dilue dans 1 litre. Abdeliyad Ben Issa, docteur s'il vous plaît, est-ce qu'une diarrhée avec des signes de déshydratation impose l'hospitalisation? C'est les signes de déshydratation qui sont modérés. L'hospitalisation, elle est l'hospitalisation du jour, 6 heures. Si c'est vert, oui, l'hospitalisation d'office jusqu'à amélioration. D'accord? Lina Lazou, compris, merci beaucoup. Pourquoi on ne donne pas d'antidiarrhéique? La prise en charge de la déshydratation, la diarrhée aiguë, elle est codifiée. Par qui codifiée? Par des sociétés savantes. Il existe des sociétés savantes qui ont codifié la prise en charge de la diarrhée aiguë. Ils ont établi des recommandations. Les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, les recommandations de beaucoup de sociétés savantes, les recommandations de la Société algérienne de pédiatrie recommandent de ne pas donner des antidiarrhéiques. Pourquoi? Les antidiarrhéiques peuvent masquer une diarrhée persistante, une diarrhée à évolution chronique. C'est pour cela qu'il faut les éviter. La prise en charge de la diarrhée aiguë, elle est codifiée. De tout temps, c'est les SRO. C'est les SRO. Aucun bilan paraclinique n'est indispensable. En cas de déshydratation sévère, c'est l'hospitalisation. Mais si c'est une diarrhée aiguë qui est simple, il ne faut pas donner d'antidiarrhéiques. Ce n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé de donner des antidiarrhéiques, soit le SMECTA, soit les autres, pour ne pas dire un nom commercial, pour ne pas faire de la publicité pour un traitement. Les antidiarrhéiques ne sont pas recommandés. Ce qui est recommandé, c'est le zinc. Le zinc, oui, il est recommandé, on peut l'administrer et diminuer les épisodes diarrhéiques. S'il vous plaît, c'est bon, j'ai expliqué ça. Quelle est la posologie du zinc? La posologie du zinc, c'est 10 mg par kilo. C'est des comprimés de 50 à 100 mg qu'on dilue dans l'eau. On donne 10 mg à 20 mg maximum par kilo aux nourrissons. On les donne généralement pendant 10 jours. 10 mg par kilo pendant 10 jours. D'accord? C'est des comprimés qu'on peut les diluer dans l'eau. « 9 pour 1000 et 9%. Le sérum salé, c'est 9 pour 1000. Qu'est-ce que ça veut dire 9 pour 1000? C'est 9 molécules pour 1000. C'est une concentration 9 pour 1000. D'accord? Je n'ai pas ici un sachet de sérum salé. Quand vous voyez le sachet de sérum salé, il existe le sérum salé hypertonique et le sérum salé isotonique. Le sérum salé isotonique, c'est 9 pour 1000. Le sérum salé
hypertonique, c'est pas 9 pour 1000, c'est 10% ou, mais il n'est pas disponible en Algérie. 9 pour 1000, par rapport, c'est une concentration. C'est une concentration de soluté. D'accord? C'est 0,9% et c'est 9 pour 1000. Le sérum salé isotonique, c'est 0,9%, oui, et c'est 9 pour 1000, oui. Mariam Batoul a répondu à cette question. Vous pouvez me poser des questions sur la détresse respiratoire, d'accord? Je n'ai pas fait de présentation, mais j'ai une présentation, mais qui est un peu lourde, elle est réservée pour les résidents, mais vous pouvez me poser des questions sur la détresse respiratoire. Hein. Est-ce que l'atrésie des pointes unilatérales donne une détresse? Oui, l'atrésie unilatérale des pointes peut donner une détresse respiratoire. Parce que le nouveau-né peut respirer de la deuxième narine. Elle peut donner une détresse respiratoire. D'accord? Le nouveau-né peut naître, il peut ne pas présenter une détresse respiratoire s'il présente une atrésie des pointes unilatérale. Elle n'est pas systématique. Elle peut donner, mais elle ne donne jamais à 100%. D'accord? Oh, comme vous voulez, vous pouvez me poser, est-ce qu'on l'a choisi en QCM? Est-ce que l'atrésie des pointes unilatérale donne une détresse respiratoire? C'est ambigu, c'est en fonction du QCM, d'accord? Pour moi, je ne pose pas cette question. Je pose, est-ce que la détresse respiratoire unilatérale peut donner une détresse respiratoire? Si la question, elle est dite comme ça, c'est-à-dire atrésie des pointes unilatérales peut donner une détresse respiratoire, je coche oui. Si la question, elle est posée, est-ce que l'atrésie de décoine unilatérale donne une détresse respiratoire, je ne la coche pas. Mais si je trouve un QCM déjà corrigé, je la prends en considération. Parce que généralement, les QCM corrigés sont des QCM qui sont valides. D'accord? Qui sont valides. D'accord? Pour moi, si je ne peux pas proposer la question comme ça, je la propose autrement. Si je dis elle peut donner une détresse respiratoire, ou je dis elle donne systématiquement une détresse respiratoire. Parce qu'elle ne donne pas systématiquement une détresse respiratoire. Nord-Islam, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut donner les SRO avant la diversification du l'hématolite rénale? Les solutés de réhydratation par voie orale, elles sont conformes et ils ont l'autorisation de mise en marche pour le nouveau-né. Elles ne posent aucun problème pour le nouveau-né, soit le nouveau-né atteint, soit le prématuré. Elles sont bien tolérées pour le nouveau-né, quel que soit son âge de gestation. D'accord? Oui, c'est un grand problème du QCM, ils prennent le corrigé type. Généralement, oui, si la question elle est validée. Si la question elle est validée. Généralement, on prend le corrigé type. Mais je pense que l'année précédente ou l'année avant, ils ont enlevé toutes les questions ambiguës. Ils ont enlevé toutes les questions ambiguës. C'est-à-dire, le juré, ils sont des jurés de spécialité. C'est-à-dire, s'il y a une question de pédiatrie, c'est le juré de pédiatrie, c'est le pédiatre, le rang magistral bien sûr, le professeur en pédiatrie, qui doit valider la question. Est-ce qu'on la pose, on ne la pose pas, ou on peut modifier la question pour arranger les items. D'accord?
Est-ce que Nadia a posé une question? Est-ce que la diarrhée bactérienne est traitée par les antibiotiques? Oui, la diarrhée bactérienne, on la traite par les antibiotiques. Généralement, le résultat de la coproculture nous donne le gène responsable et l'antibiogramme. C'est-à-dire elle va nous donner le gène et l'antibiotique. D'accord? En même temps. La prise en charge la prise en charge de la détresse respiratoire n'est pas la même pour les différentes étiologies. La détresse respiratoire, c'est-à-dire il y a dans la prise en charge, il y a une prise en charge commune à tous les types de la détresse respiratoire, c'est-à-dire la mise en condition, l'oxygénothérapie. Et oui, chaque étiologie a son traitement étiologique particulier. Mais en généralité, la mise en condition et l'oxygénothérapie, elle est la même pour tous les types des étiologies. D'accord? Mais chaque étiologie, bien sûr, chaque étiologie a sa propre prise en charge particulière. Oui. ML, parmi les causes de refus d'alimentation du nourrisson. Est-ce que la maladie cœliaque fait partie ou au contraire l'apité est conservée? Actuellement, la maladie cœliaque, auparavant, c'est-à-dire le manque de l'apité ou l'anorexie, il fait partie des signes de la maladie cœliaque. Généralement, chez le nourrisson, de plus chez le grand nourrisson, pas chez le petit nourrisson. Chez le grand nourrisson, l'anorexie fait partie des signes cliniques de la maladie cœliaque. D'accord? Donc, le refus de l'alimentation du nourrisson fait partie des signes cliniques de la maladie cœliaque. L'appétit peut être conservé actuellement par les nouvelles définitions de la maladie cœliaque et les nouveaux signes cliniques de la maladie cœliaque. L'appétit peut être conservé, oui, comme on peut avoir un état d'anorexie. S'il y a, Dr Chou, s'il y a une preuve bactériologique, s'il y a une preuve bactériologique, on ne traite pas antibiotiques, bien sûr. Il ne faut pas laisser l'enfant sans antibiotiques. Si on a une preuve bactériologique, on a la bactérie qui est isolée, on a l'antibiogramme, il faut traiter par les antibiotiques. Yusra, une source pour les cours de pédiatrie, surtout la détresse respiratoire et la déshydratation. Toutes les sources sont conformes, c'est-à-dire les sources pour un enseignement, peut-être les archives de pédiatrie, le cours des archives de pédiatrie, il est bien, le cours l'encyclopédie médico-chirurgicale, l'EMC, il est bien. Les cours sont, il y a de préférence, c'est avoir un résumé propre. Chacun fait sa synthèse selon son vocabulaire approprié, pour qu'il se rappelle. Sinon, les sources, soit pour étudier ou lire ou avoir des connaissances en matière de détresse respiratoire ou en déshydratation, d'accord? Telles que l'encyclopédie médico-chirurgicale, le cours de la pédiatrie, ou le cours de déshydratation à l'archive de pédiatrie. Il est bien. Canine, ils sont gratuits sur le net. Hein? Devant une détresse respiratoire du nouveau-né, quelle étiologie il faut évoquer? A. Papillomatose laryngée, paralysie laryngée bilatérale, rhinite néonatale, sténose congénitale sous-glottique, l'atrésie des coins unilatérale. Devant une détresse respiratoire du nouveau-né, quelle étiologie peut-on évoquer? C'est une question bizarre, mais même je ne oui, on peut dire que l'atrésie unilatérale fait partie des étiologies de la détresse respiratoire. L'atrésie unilatérale, elle fait partie. Elle n'est pas systématique, mais il faut y penser.
La sténose congénitale sous-glottique, oui, la sténose congénitale sous-glottique, elle fait partie des détresses respiratoires néonatales. Donc, DE, il faut les cocher. Le A, papillomatose laryngée et paralysée, laryngée bilatérale et la rhinite néonatale. La rhinite néonatale, j'ai jamais entendu. On peut avoir le rhinite, c'est très rare, la rhinite néonatale, mais je ne sais pas, est-ce qu'il faut la cocher ou il ne faut pas la cocher. La paralysée laryngée bilatérale, oui. On coche le B, on coche. Papillomatose laryngée, c'est rare. Elles sont rares, mais ils peuvent cocher. Donc, moi, si je coche le A, B, C, D, E. Si je coche. Parce que toutes ces étiologies peuvent provoquer une détresse respiratoire. Si on me donne, par exemple, le privilège de poser cette question, je ne vais pas la poser. Parce que c'est une question qui est ambiguë. Parce que les papillomatoses laryngées, paralysées, laryngées bilatérales et les rhinites néonatales sont très très rares. C'est des sujets très très rares en néonatologie. On ne pense même pas à ces pathologies. Donc je vais les enlever, le A, le B et le C. Mais si on me donne le privilège de poser cette question, je vais l'annuler ou je vais le poser autrement. C'est la question, elle est devant moi. Si j'ai déjà visualisé un corrigitype, je vais la cocher en fonction de mon corrigitype déjà visualisé auparavant. Si je n'ai pas visualisé mon corrigitype et elle est devant moi, je coche le A, le B, le C et le D et le E. Je ne sais pas si vous avez un corrigitype, je ne sais pas, sur cette question. Nord Islam, s'il vous plaît, docteur, la diversification, c'est à 4 ou 6 mois. Selon les recommandations de l'OMS, c'est à 6 mois. La diversification alimentaire, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de santé, on peut commencer la diversification à l'âge de 6 mois. Selon des sociétés savantes, telles que l'ESGAM, l'Académie américaine de pédiatrie, l'Académie française de pédiatrie, l'Académie suisse de pédiatrie, on recommande la diversification à 4 mois. Mais on peut commencer la diversification à 4 mois. On peut commencer la diversification alimentaire à 4 mois. Est-ce que la PLV donne un syndrome de malabsorption? Oui. L'allergie aux protéines de lait de vache, c'est un syndrome de malabsorption. D'accord? C'est un syndrome de malabsorption. C'est comme la maladie cœliaque. C'est des syndromes de malabsorption. Ce n'est pas un syndrome de maldigestion. En cas d'allergie aux protéines de lait de vache, il y a une altération des villosités intestinales qui sont partielles, d'accord, suite à une allergie, et elle donne un état de malabsorption. Donc, la maladie des membranes hyalines, la MMH, est-elle la cause la plus urgente en cas de détresse respiratoire? En cas de détresse respiratoire chez l'enfant, le nouveau-né prématuré, c'est la cause primordiale de la détresse respiratoire. C'est un nouveau-né prématuré qui présente une détresse respiratoire, c'est une maladie de membrane hyaline jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Il faut savoir que rarement, la maladie des membranes hyalines peut survenir chez un nouveau-né qui est atteint suite à un état septique ou syndrome d'aspiration méconiale ou un nouveau-né qui présente une hypothyroïdie congénitale ou chez un enfant de mère diabétique ou chez un nouveau-né qui présente une anomalie génétique. On peut avoir une maladie des membranes hyalines, dite maladie des membranes hyalines secondaire chez le nouveau-né atteint. Mais la maladie des membranes hyalines, généralement, c'est l'apanage de prématuré. Donc, un nouveau-né prématuré plus détresse respiratoire, c'est une maladie des membranes hyalines jusqu'à preuve du contraire. Chez le nouveau-né à terme, la maladie des membranes hyalines, elle est rare.
on peut la rencontrer sauf si le nouveau-né présente une hypothésie congénitale, au syndrome d'aspiration méconiale, aux maladies génétiques, c'est un enfant de mère diabétique, mais chez un nouveau-né atteint, il faut penser aux autres diagnostics chirurgicaux, tels que l'atrisée des voies biliaires, l'atrisée de l'œsophage, l'atrisée des poils, la hernie diaphragmatique, ou les causes médicales, telles que la syndrome d'aspiration méconiale, la maladie momaniale nord, la tachypnée transitoire, les maladies cardiaques et les autres causes extrapulmonaires. Docteur Chou, c'est bon. Est-ce que les malformations thoraciques provoquent une détresse respiratoire précoce? Oui. Un thorax charnu ou un thorax mal formé provoque généralement une difficulté respiratoire chez le nouveau-né qui est précoce juste à la naissance. C'était pas prévu qu'on va faire le cours de la détresse respiratoire pour ne pas vous encombrer. Je vous dis, vous pouvez, comment dirais-je, poser des questions sur la détresse respiratoire pour ne pas vous encombrer. Mais je peux le programmer ultérieurement si vous voulez que je le présente. Pas de souci. Est-ce qu'on donne de la vitamine K chaque semaine en cas d'allaitement maternel? En cas d'allaitement maternel, sur un nouveau-né qui vient de naître, il faut administrer systématiquement la vitamine K selon les recommandations nationales ou internationales ou l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi? Pour éviter la maladie hémorragique du nouveau-né. D'accord? Comment dirais-je? C'est pour qu'on anticipe, pour qu'on prévienne la maladie des membranes hyalines du nouveau-né. D'accord? La maladie hémorragique du nouveau-né. En cas de nouveau-né allaité exclusivement au sein, il ne prend que l'allaitement maternel. L'allaitement maternel, il est pauvre en vitamine K. C'est pour cela qu'on doit administrer chaque semaine la vitamine K jusqu'à le sévrage ou jusqu'à la diversification. D'accord? On donne chaque semaine la vitamine K à raison de 2 mg chaque semaine. Oui, chaque semaine. Mohamed Mostafa, faites-nous le cours prochainement, messieurs, s'il vous plaît. Pas de souci, on peut programmer le cours. Donc, je serai en contact avec vos collègues. On peut programmer le cours de la détresse respiratoire prochainement, mais pour ne pas vous encombrer. Deux cours, c'est beaucoup, mais pour les sessions questions-réponses, on peut bien sûr, sans encombrer les gens, on peut faire une session questions-réponses. Et même, on donne une supplémentation en fer pour prévenir l'anémie en cas d'allaitement maternel. En cas d'allaitement maternel, la supplémentation en fer, elle n'est pas nécessaire, sauf si le nouveau-né est un nouveau-né prématuré, RCU, il présente un ou hypotrophe. On donne la supplémentation en fer. S'il est né à terme, la supplémentation en fer, elle n'est pas systématique. Certes, l'allaitement maternel, il est pauvre en fer, mais la biodisponibilité de fer, elle est magnifique. C'est-à-dire le fer présent dans le lait maternel, il est absorbé en totalité. D'accord? C'est vrai que le lait maternel, il est pauvre, mais en matière de biodisponibilité, il est le meilleur. D'accord? Il est absorbé, oui, en totalité par rapport au fer administré par voie orale ou le fer qui se trouve dans les formules lactées artificielles. C'est pour cela que le fer est donné pour les enfants à risque. Les enfants à risque, c'est un nouveau-né prématuré, ou ils présentent un retard de croissance intra-utérine, ou ils présentent une anémie néonatale. Si le nouveau-né est atteint, il ne présente pas une hypotrophie, il est bien portant, il ne présente pas une anomalie, la supplémentation en fer, elle n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire ou ce qui est recommandé, c'est la supplémentation en fer et la supplémentation en vitamine D. Sinon, la supplémentation en fer, elle n'est pas nécessaire, sauf pour le prématuré ou un nouveau-né qui présente un retard de croissance intra-utérine hypotrophe ou il présente une anémie néonatale.
les différentes supplémentations, on les donne sous forme de gouttes. Pour la supplémentation, on supplémente la vitamine K en gouttes chaque 2 semaines, 2 mg, 2 gouttes généralement. On supplémente la vitamine D le premier mois et à 5 mois. C'est des ampoules buvables de 200 000 unités, d'accord, ce qui est commercialisé en Algérie. Et ce qui est recommandé par la Société algérienne de pédiatrie, c'est-à-dire les recommandations nationales. On donne une ampoule de 200 000 unités par os à 1 mois et à 6 mois pour la vitamine D. Et pour le faire, ce qui est recommandé chez le prématuré ou chez le retard de croissance intra-utérine, on donne généralement 5 mg par kilo, 5 mg en fonction des gouttes, on voit en fonction du traitement, la formule commercialisée, on donne 5 mg par kilo par jour pendant 4 à 6 mois. La vitamine D, elle est recommandée bien qui présentent un problème d'hospitalisation, on les donne en intraveineuse, en intramusculaire. Sinon, la recommandation de la vitamine K, on fait l'administration de la vitamine K, dose préventive par voie pareuse, à la bouche. Fatima Zohra, Sonaji, chez un nourrisson de 4 mois, né prématurément, est-ce qu'on peut commencer la diversification alimentaire? Bien sûr, chez un nouveau-né prématuré, on peut commencer la diversification alimentaire à 4 mois. J'ai dit on peut. Mais s'il présente de problèmes, de poids, il ne gagne pas bien le poids, on peut retarder la diversification jusqu'à l'âge de 6 mois. D'accord? Mais on peut la commencer à 4 mois s'il n'y a pas de problème. S'il est bien portant par rapport à un nouveau-né prématuré, s'il ne présente pas de problème d'allergie respiratoire, on peut la commencer à 1 mois. S'il présente des problèmes, on la retarde jusqu'à l'âge de 6 mois. Non, Islam, s'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu la vitamine K chaque semaine ou chaque 2 semaines. La vitamine K chez le nouveau-né allaité exclusivement offert, on la donne chaque semaine. Chaque semaine 2 mg jusqu'à la diversification, on arrête jusqu'à la diversification. Aussi lait allaité par une formule lactée artificielle, on arrête. Et à 6 mois aussi, on donne la vitamine K. Oui, on donne la vitamine D à 1 mois. Le premier mois, 200 000 unités par voie par an, c'est des ampoules buvables. Et on renouvelle cette dose ou cette quantité à l'âge de 6 mois. D'accord? Certes, la vitamine D pour prévenir le rachitisme. C'est connu. Tima, s'il est toujours carencé, on peut donner une dose à 18 mois. C'est-à-dire par rapport à la vitamine D. Par rapport à la vitamine D, s'il est carencé, donc il présente un rachitisme. Donc on rentre dans le chapitre traitement du rachitisme. Sinon, 2 doses est suffisante à l'âge de 6 mois et à l'âge d'1 mois. Si à l'âge de 8 mois, il présente un rachitisme, donc on va traiter le rachitisme. On donne cette dose par rapport au traitement du rachitisme. Est-ce qu'on peut donner la vitamine K chaque jour? Oui, il existe des formules. On peut donner 1200 unités par jour. Oui, il existe des formules, des gouttes. Des gouttes. On donne généralement 8 à 10 gouttes par jour. On donne, selon la posologie, c'est 1200 unités, 800 à 1200 unités par jour. Oui, on peut donner par jour. Mais ce qui est recommandé, selon les recommandations nationales, c'est le premier mois 200 000 et à 6 mois 200 000. D'accord? Il n'y a pas de recommandation de donner de la vitamine K chaque jour.
Si on donne la vitamine K chaque jour, on n'est pas sûr que la maman va faire cette administration. Elle existe toujours des écarts et des oublis. C'est pour cela qu'on recommande de donner 200 000 unités, une ampoule de 200 000 unités, carrément à un mois et le 6e mois. On peut donner chaque jour, oui, pourquoi pas, on peut, à raison de 800 unités, c'est des ampoules, c'est des flacons, des gouttes, des bouchons doseurs. On donne 800 unités, on peut aller jusqu'à 1200 unités par jour jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais imaginez chaque jour jusqu'à l'âge de 6 mois, 30 jours par mois, 30 fois 6, c'est fatigant, c'est astreignant, hein, vraiment. Nour Islam pour le nourrisson de 2 mois et demi. Il nourrit pas, il ne sourit pas, ne réagit pas à son environnement. Est-ce que c'est normal? 2 mois, selon le développement psychomoteur, 2 mois, il doit réagir au bruit, c'est-à-dire que on frappe les mains, il doit réagir. Il doit faire une poursuite oculaire, c'est on met sa main, notre main, il doit la poursuivre, d'accord? Et il doit sourire, oui, il doit présenter un sourire, sinon il présente un retard de croissance psychomoteur. Soit il présente une surdité, soit il ne voit pas, parce qu'il doit suivre, il doit entendre, puis il doit sourire. D'accord? Donc il doit réagir. Sinon, il faut explorer en matière d'absurdité, en matière de vue. Donc il doit consulter un médecin. Donc à 2 mois, il doit sourire, il doit poursuivre, poursuite oculaire, il doit entendre, réaction au bruit. J'attends d'autres questions. Si sa vision est sans, c'est-à-dire qu'il entend bien, la vision, est-ce que c'est un autisme? L'autisme, on ne peut pas l'opposer à 2 mots. D'accord? Il existe des échelles. C'est généralement l'autisme, on peut poser le diagnostic de l'autisme avec certitude à l'âge de 2 ans. Et il existe des signes, oui, à l'âge de 18 mois, à l'âge de 6 mois, oui, il existe des signes. C'est des prodromes, mais on n'est pas toujours sûr s'il présente un autisme. D'accord? S'il ne sourit pas, au contraire, il faut poser d'autres diagnostics. Peut-être qu'il a un problème cérébral. Peut-être qu'il présente une trisomie 21. Peut-être qu'il a une hémorragie méningée. Peut-être qu'il a présenté un état de souffrance ou asphyxie périnatale à la naissance. Oui. Je m'excuse, mon portable sonne. J'ai arrêté mon portable. D'accord? Donc, il ne faut pas penser à l'autisme, il faut penser aux autres diagnostics. D'accord? Avant de penser à l'autisme. L'autisme à 2 mois, il faut penser à autre chose. D'autres questions? S'il vous plaît, pour la vitamine K, le nourrisson est sous allaitement maternel exclusif et il est carencé pendant 4 mois. Faut-il compenser? Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire, si on n'a pas donné de la vitamine K auparavant, non, il faut le supplémenter chaque semaine. Chaque semaine, c'est-à-dire, s'il n'a pas pris la semaine passée, il ne faut pas doubler la dose cette semaine. Il faut la donner dans les mains. C'est par rapport à la vitamine K. C'est par rapport à l'allaitement maternel, la carence, c'est-à-dire il ne prend pas assez de poids
par manque de l'allaitement maternel, on peut soit commencer la diversification à 4 mois et arrêter la supplémentation en vitamine K, d'accord, ou donner du formule lactée artificielle et arrêter de donner la vitamine K, d'accord. Si on continue à donner de la vitamine K, il ne faut pas doubler les doses. Carence de quoi? Même carence pendant 4 mois. Carence de quoi? Carence de la vitamine K. La vitamine K, on ne peut pas la doser. D'accord? S'il n'a pas pris, on donne. Mais on ne double pas les doses. S'il n'a pas pris, on donne. Mais s'il n'a pas pris, heureusement qu'il n'a pas fait un syndrome hémorragique ou une maladie hémorragique. D'accord? Mais on ne double pas les doses. Oui, s'il n'a pas pris de vitamine K, on ne double pas les doses. On donne une dose préventive cette semaine. La semaine prochaine, s'il est toujours sous allaitement maternel exclusif, on donne 2 mg ou 2 gouttes, et vice-versa jusqu'à la diversification ou la prise d'une formule lactée artificielle. J'espère que c'est clair. J'espère. Nord Islam. Est-ce que vous m'avez compris? Parfait. Pas de quoi. Docteur Chou, j'ai pas bien pigé, c'est-à-dire jusqu'à le recours à l'alimentation, on donne chaque semaine vitamine K. Oui. S'il prend du lait de sa maman, on donne la vitamine K. Chaque semaine. S'il arrête, on arrête de donner le lait de maman, le lait maternel, ou on fait une supplémentation par le lait artificiel, ou on donne de l'alimentation, on arrête la vitamine K, parce que les aliments contiennent de la vitamine K, le lait artificiel contient de la vitamine K. Le lait artificiel contient de la vitamine K, il contient suffisamment de vitamine K. Est-ce que systématique ou bien souhaitable? C'est systématique, on donne de la vitamine K. Systématique, c'est le nouveau-né et sous allaitement maternel exclusif. S'il est sous allaitement, par exemple, alimentation mixte, c'est-à-dire allaitement maternel et allaitement artificiel, s'il est diversifié, on ne donne pas de vitamine K. Nord Islam, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une relation entre dentition et diarrhée? Il n'existe pas une relation entre dentition et diarrhée. Il n'existe pas une relation, c'est-à-dire, chez la période de dentition, le nourrisson fait de diarrhée. Non. Dans la période de dentition, le nourrisson a une tendance de mettre sa main dans sa bouche. Ce n'est pas la dentition. C'est le fait de mettre sa main dans sa bouche. Sa main est constamment dans sa bouche. Donc, les infections virales, la reproduction des infections virales est augmentée. Donc, on a plus d'infections qu'auparavant. Donc, c'est pour cela qu'on a des diarrhées et on a des fièvres. D'accord? Il n'existe pas une relation entre la poussée dentaire et la fièvre, ni la poussée dentaire et les diarrhées. Si le nourrisson ne met pas sa main dans sa bouche, ou il peut mettre sa main dans sa bouche mais elle est propre, on n'a ni fièvre, ni diarrhée. Surtout virale. Hein? S'il fait une diarrhée, s'il fait une fièvre, c'est par rapport à une infection virale, c'est pas par rapport à la dentition. C'est la tendance du nourrisson de mettre sa main dans sa bouche. Donc, la manipulation ou il va mettre des virus dans sa bouche, donc il va engendrer une pharyngite d'origine virale, par la suite une fièvre, ou une diarrhée, une gastroentérite virale. J'espère que c'est clair pour notre islam. Pas de souci. Allô?
Oui, je vous entends. Alors, pour les participants, si vous n'avez pas d'autres questions, est-ce qu'on peut clôturer? Parce que On peut clôturer, mais par principe, où je vous respecte, moi j'attends, j'ai pas de problème. Mais de dire. oui, merci beaucoup pour cette présentation, docteur. Oui, seulement, on va, Inch'Allah, programmer d'autres avec la semaine prochaine, Inch'Allah, en fonction de mon temps, bien sûr. Hein, en fonction de mon temps, on va programmer, Inch'Allah, d'autres avec la semaine prochaine, d'après. Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Pas de souci. Kenza qui a posé une question, mais la dernière Oui, on va. pour la dernière question. Docteur, s'il vous plaît, j'ai une question un peu pratique. En cas de groupe bactérien, je n'ai pas entendu, mais riche, qui peut donner une détresse respiratoire chez le nourrisson. La proposition de décubitus dorsal est privilégiée. Pourquoi c'est le cas? J'ai pas compris, groupe bactérien. Vous pouvez reformuler la question? En cas de groupe bactérien qui peut donner une détresse respiratoire chez le nourrisson. La position décubitus dorsal est privilégiée. Pourquoi? Si c'est le cas. Donc, c'est pas pourquoi si c'est le cas. La position de sécurité pour le nourrisson, c'est le décubitus dorsal bio sous les épaules. C'est on met bio sous les épaules, on met un bio sous les épaules, avec un décubitus dorsal et une position inclinée 30 degrés maximum. C'est la position de sécurité pour le nourrisson. On libère les voies aériennes supérieures pour qu'il respire bien, d'accord? Et c'est une position de sécurité pour éviter la mort subite. La position proclive haut sur le ventre, c'est une position qui n'est pas sécurisée, d'accord? On a tendance à une mort subite, d'accord? C'est pour cela que la position de sécurité, c'est le décubitus dorsal, bio sur les épaules et incliné maximum. C'est entre 15 et 30 degrés. J'espère que j'ai répondu à cette question. Attends, chez le Hadi. Hop, chez le Hadi. Il n'y a pas d'autres questions. J'espère. Tout, c'est bon. C'est bon. De la laryngotrachéobronchite, dans la laryngotrachéobronchite, la proposition proclive sur le ventre, elle obture, parce que la glotte qui est en avant, elle va obturer le pharynx. C'est pour cela le décubitus dorsal, il est préféré. D'accord? Oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Je pense que j'ai répondu à tous vos questions. Donc, je vais clôturer la séance. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bon courage. Salam. Merci.